Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, une émission de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons par les good news avec notre invité Wahid Abbasi, le directeur et fondateur de Dignité Internationale. Il a reçu un prix, d'ailleurs il l'a ramené avec lui, International Iconic Star Award en Malaisie. Pour le bien-être, Hayat Bousselmi, coiffeuse au centre de thalassothérapie de l'hôtel 5 étoiles, El Mouradi Gamart nous parlera des soins qu'elle procurisent pour embellir leurs cheveux. Pour la culture, nous vous emmènerons à Sidi Bou Saïd pour une visite captivante et artisanale de cette ville connue pour ses maisons en bleu et blanc. Et dans l'instant coaching, il est là avec nous, Amin Saha, chroniqueur radio. Et bien aujourd'hui, il va vous parler des dangers des fake news. Bonjour à tous les deux, comment vous allez? Bonjour Inda. Bonjour Inda, très bien, merci. Ah très bien, je suis bien entourée là, entre Amin, chroniqueur, là il va nous parler des fake news et avec aussi Wahid Abbasi qui nous vient tout droit de la Malaisie. On va commencer justement par vous Wahid dans les good news. Donc vous revenez de Malaisie avec un trophée, on peut dire ça un trophée. Donc pour toutes vos actions humanitaires. Tout ce que vous faites, tout ce que fait Dignité Internationale. On va redire à ceux qui nous suivent justement, qu'est-ce que Dignité Internationale? Alors, Dignité Internationale, c'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale, sociale et humanitaire, qui a été créée fin 2013, officiellement janvier 2014, par un groupe de personnes engagées en croyant des valeurs d'aide humanitaire, être au service d'autrui, au service de l'intérêt général. Depuis, nous avons tracé notre chemin et actuellement, on travaille dans 5 domaines. La santé, l'éducation et l'enfance, l'aide et la sécurité alimentaire, les urgences, l'agroécologie et bien sûr le plaidoyer, car nous avons un devoir pour défendre les causes humanitaires. Quelles que soient les populations, sans distinction de race, d'origine, de culture. C'est vraiment international. Alors, votre réaction quand vous avez appris qu'on vous décernait un prix? Au fait, au début, j'ai pris les choses à la légère parce que malheureusement, nous, en France, on n'a pas cette culture de promotion, d'encouragement, de félicitations. C'est comme c'est normal de réussir dans la vie. Alors qu'ailleurs, en Asie, par exemple, ils organisent toute une fête devant des milliers de personnes pour dire juste merci à vous parce que vous avez réussi dans votre vie. Et donc, au début, je l'ai pris à la légère. Et c'est lui qui m'a introduit, qui m'a proposé au jury de ce prix qui est International Iconic Star Award. Donc en français, c'est le prix des stars internationales. Donc on ne remercie pas uniquement les gens de même pays, mais on ramène les gens de l'extérieur, de l'international, pour leur dire, pour partager un moment de fraternité, voilà, tout simplement d'amitié, et leur dire merci avec, voilà, avec un petit cadeau, avec une coupe. Et c'était devant vraiment des milliers de personnes. Est-ce que j'avais posé comme question combien de personnes environ? Et il restait 48 heures avant l'événement. Et j'ai réalisé que je vais partir. Et donc j'ai pris mon avion et j'ai débarqué à Kuala Lumpur. Avec un accueil chaleureux de l'aéroport à l'hôtel. Chaleureux, c'est-à-dire les fleurs ou comment ça s'est passé? Oui, des fleurs, de l'accueil, les gens sont souriants et on dirait on les connaît depuis des années. Alors c'était le premier contact. Et je me suis retrouvé la soirée de 30 avril devant presque 10 000 personnes dans une grande salle. C'est extraordinaire quand même. Etc. Avec une quinzaine de personnes qui travaillaient dans plusieurs domaines, dans plusieurs corporates, la médecine, la recherche universitaire, la culture, son domaine, le sport, l'humanitaire et le social, etc. Et on s'est présenté tout simplement au grand public qui nous sommes, quelles sont nos valeurs et pourquoi on est là aujourd'hui. Avec une petite présentation de l'association qui est Dignité Internationale nous concernant. Bien sûr. Et voilà, après il y avait d'autres activités, d'autres animations, donc les chants, etc. Et c'était vraiment intéressant comme exercice parce que, au fait, j'étais très partagé parce que, au fait, c'est un moment où, en fait, ils m'ont poussé à revivre
l'historique, le parcours, le premier jour quand j'ai décidé de créer Dignité Internationale avec mes amis. Ouais. Et je ne réalisais pas, en vérité, je ne réalisais pas qu'un jour, voilà, à Kuala Lumpur, en Malaisie, je vais me présenter devant 10 000 personnes pour juste présenter mon association. Et les réussites, les réalisations que nous avons réalisées depuis, et des gens de haut niveau, alors que j'étais remercié par le gouverneur, le chef de l'État, oui. Et le gouverneur de la région Malacque, en Malaisie. Et là, c'est vraiment... je suis rentré dans le bain. Enfin, comment on se sent à ce moment-là? C'est ce que j'allais dire, en fait, vos émotions. Et là, j'ai pris le micro, ouais. Et j'ai commencé à parler en français. Ah ouais. Alors que tout le monde est anglophone. Et me présenter, mais vraiment, j'étais hors sol. Ouais, j'imagine. Et voilà, j'ai parlé de dignité internationale, ses valeurs, ses principes, ses domaines d'intervention, mes amis. Hello, Malaysia. Voilà, donc j'étais vraiment dans le bain. Parce que j'étais bien accueilli, tout simplement. J'ai ressenti cette énergie positive. Ouais. Donc j'ai rendu cette énergie donc, avec une expression naturelle et normale. Et après, j'ai essayé de traduire le sens dans mon discours et applaudi par tout le monde. Voilà, c'était très intéressant. Après, tout le monde me demandait de prendre une photo avec eux. Ben, je me suis senti un petit peu, en quelques minutes, comme une star. Oui. Alors qu'avec toute humilité, je reste toujours... les pieds sur terre. Ouais. Si on est là, c'est en vérité grâce aux bénéficiaires, grâce à des milliers de pauvres, de nécessiteux, des veuves, des orphelins, que nous avons essayé de les aider. En vérité, c'était grâce à eux qu'on était remerciés, honorés avec cette coupe. Et j'ai rendu hommage à toutes ces femmes et ces enfants et ces hommes partout dans le monde, puisqu'on travaille dans une vingtaine de pays. C'était aussi grâce à nos donateurs qui ont accompagné Dignité Internationale pendant plus de 9 ans. Ils ont donné de leur soi, de leur argent, de leur temps aussi. Parce qu'on a parmi les donateurs, c'est des bénévoles à Dignité Internationale. Et c'était aussi pour l'occasion pour rendre hommage à tous les bénévoles et les membres de Dignité Internationale qui ont aussi donné de leur temps, de leur énergie, le temps de leur famille, hein, de leur travail sûr. Aussi, pour justement réussir cette belle initiative qui est Dignité Internationale. Vraiment, j'ai réalisé que c'est vraiment un beau projet. Mais moi, je vous ai vu hein, dans des photos que j'ai reçues, on aurait cru un boxeur qui a gagné la coupe, en fait, qui a gagné un championnat. En fait, je me suis libéré, en fait, pour moi, c'était un moment pour... de joie, de bonheur intense. Pas forcément personnel. Non, même collectif. Même si derrière, j'ai senti j'ai eu ce sentiment d'être, voilà, une certaine reconnaissance. Oui, c'est ça. Un aboutissement. Voilà, un aboutissement, exactement. Oui. Et derrière tout ça, toute une équipe, toute une association qui travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 20 pays. On voyage beaucoup en Afrique, en Asie. On rencontre des difficultés, mais devant tout ça, ça devient quelque chose c'est un devoir. Et au fait, ça transforme cette fatigue, ce travail, cet investissement à quelque chose de très agréable. Et je pense que c'est important de dire à travers votre émission, savoir dire merci aussi à nos enfants, oui, à nos amis, à tous ceux qui sont présents. Exactement. Et ça ne coûte rien du tout, mais pour eux, c'est très important. C'est énorme. Bien sûr, c'est en fait l'éducation de la gratitude. C'est ça. C'est ça qui manque à beaucoup, hein, malheureusement. J'ai bien aimé quand vous avez dit c'est un devoir. Malheureusement, ce n'est pas compris par tout le monde, alors que normalement, nous avons tous ce devoir d'aider son prochain, de nous aider, mais aussi d'aider son prochain, de trouver notre mission de vie. Et vous avez trouvé votre mission de vie avec toute votre équipe, bien sûr, hein, parce que cette coupe, c'est tout Dignité Internationale, à la fois les bénéficiaires, à la fois les donateurs, à la fois les membres, les bénévoles. Et je pense que cette satisfaction, elle a été comme ça pour tout ça. Exactement. Et en rentrant chez moi avec la coupe, hier matin, au bureau de Dignité Internationale, en fait, j'ai mis la chanson « Ramener la coupe à la maison ». Ah oui. J'ai vécu ce moment-là de la France championne du monde. Et voilà, pour moi, c'était un moment de joie, de partage avec les équipes, etc. Et c'était vraiment un moment agréable en Malaisie, comme avec l'équipe de Dignité Internationale. Et avec vous aujourd'hui.
Amine, Sarah, quand vous entendez ça, justement, le discours de Wahid Abbasi sur Dignité Internationale, ça vous... Mais moi, je suis très admiratif d'abord de personnalités comme Wahid, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Et voir aujourd'hui que ça a payé, après plus de 9 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été mené durant toutes ces années. Et donc d'abord, bravo, moi je suis admiratif. Je ne sais pas si je serais capable de faire un travail, de fédérer des gens autour de... Parce que derrière, c'est des bénévoles aussi qui travaillent au quotidien. C'est des mécènes à aller chercher toujours, parce qu'il y a toujours besoin de fonds, toujours besoin de moyens supplémentaires pour aider toujours plus de gens. Et je crois qu'au-delà de la récompense qui se matérialise notamment par ce trophée, c'est aussi la récompense de voir les sourires sur les visages des gens que vous aidez, que vous accompagnez, que vous suivez, à qui vous offrez parfois un toit, parfois une aide alimentaire, etc. Et c'est sans doute le plus beau cadeau qui remercie le travail que vous faites. Et donc, moi, je profite de l'occasion d'abord pour vous dire bravo et dire bravo à toutes celles et ceux qui travaillent avec vous ou qui mènent des projets similaires dans l'humanitaire, dans l'associatif, parce qu'il y en a besoin. On ne le dit pas assez. Les associations, les mouvements humanitaires sont sans doute une part ou une partie considérable du maillon du service public de manière générale, qu'il soit local ou international. Et je crois que ça mérite d'être salué. Merci beaucoup. En fait, par rapport à ce moment, je me suis rappelé deux moments phares pour moi. C'est le moment de la création. Et en fin 2016, j'avais un doute d'arrêter carrément l'association. Parce que les difficultés, les obstacles, créer une équipe homogène, avec des valeurs partagées, de confiance, etc. Et en 2016, fin 2016, j'étais traversé par cette idée d'arrêter le projet carrément. Et le fait d'être reçu et honoré avec cette coupe, en fait, ça redonne la confiance en vérité. Ça redonne de l'élan. De l'élan, exactement. Et l'année prochaine, on va fêter les 10 ans de Dignité Internationale. Et ça va vraiment être un tremplin, une autre étape dans la vie de cette association vers l'international. Tous ceux qui mènent des projets de manière générale, que ce soit dans l'associatif, dans l'humanitaire, dans l'entreprise, identifient aussi ces obstacles, ces difficultés qui parfois nous amènent à nous interroger, à nous décourager même. Et souvent, ils disent « Heureusement que j'ai passé ce cap-là, parce que derrière, c'était un développement énorme. » Et ça, c'est valable pour tous les projets, quels qu'ils soient. Vous savez, après, en 2022, nous avons réussi à distribuer 2 400 000 repas dans 20 pays à travers le monde. C'est énorme. Plus de 6 000 aides de soins médicaux à des milliers de personnes. Et plus de 4 500 puits forés dans 5 pays à travers le monde. Forage des puits, etc. En faisant ce bilan-là, à un moment donné, parce qu'ils m'ont demandé de se présenter et faire un petit bilan. Oui, bien sûr. À un moment donné, en citant ça, en fait, on ne le réalise pas, qu'on est dans le champ, sur le terrain. On est en train de travailler, etc. C'est en parlant qu'on s'en rend compte. Voilà. Donc, ce moment-là de bilan, d'évaluation, d'auto-évaluation, c'est un moment intéressant, je pense, dans la vie, soit la vie personnelle ou professionnelle ou associative, etc. Parce qu'on est tellement embarqué que finalement, on ne regarde pas à côté. Et puis, c'est une fois qu'on regarde derrière qu'on se rend compte du chemin parcouru et du bilan monstre. On se serait dit, mais jamais on aurait été capable de faire ça en réalité. Et en fait, on se rend bien compte que c'est aussi là que se matérialise comment dire, la récompense pour vous. C'est ça, exactement. Justement, il y a eu une belle récompense. Et je pense que Dignité Internationale, c'est aussi l'espoir. Et c'est ça qui est important. Voilà. Il ne faut pas baisser les bras, même si parfois c'est difficile. Et puis c'est humain, parce que c'est beaucoup de notre temps, donc de faire de l'humanitaire. Mais je pense que le fait, comme je disais, de voir le sourire des enfants, des femmes, des hommes, et de se dire que notre vie sert à les rendre heureux, je pense que la plus grande des récompenses, elle est là. En fait, parce qu'il y a la proximité humaine. Je vous raconte juste une anecdote. Pendant le Covid, ma mère était très très malade. Touchée par le Covid, 60% d'insuffisance. Et comme nous, on parraine des orphelins au Tchad, tous ces orphelins, il y avait une soixantaine, ils se sont regroupés le matin
Ils ont fait une prière, ils ont fait un dua, donc des invocations pour ma mère. Ils ont cité son prénom, ils ont filmé ça, ils m'ont envoyé. Et je l'ai envoyé directement à ma mère. Et ben, c'était vraiment un impact psychologique sur sa santé, sur elle-même. Elle a réussi. Enfin, avec ses... C'est ça. Voilà, donc on crée des liens, on crée de la proximité, le respect mutuel, etc. Et en vérité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est là grâce à eux. Bien sûr. Soit pour être récompensé ou même pour donner un sens à notre vie, tout simplement. Et on n'est pas dans une relation donateur, celui qui réceptionne, plus fort, plus faible. Non, on est dans un échange, un partenariat même, une famille, exactement, une famille. Mais bien sûr, c'est une famille. Et dans notre famille, parmi nous, il y a des gens ils ont les moyens, il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres, etc. Et c'est la nature. Donc l'essentiel dans tout ça, c'est de créer ce bon vivre ensemble, cette complémentarité, cette entraide, etc. Et vous le faites en plus en dehors de toute considération, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, vous ne regardez pas qui vous aidez. Exactement, Dignité International s'inscrit premièrement dans le droit humanitaire international, c'est universel, sans distinction de couleur, de culture ou de religion. Une miséricorde pour l'humanité, d'ailleurs le mot dignité, au fait, ça fait partie de la nature humaine. Si on perd une fois la dignité, il ne reste rien. Et on est dans le devoir de la redonner à ces gens-là à travers la santé, à travers l'éducation, à travers la formation, etc. Et je pense que c'est important de véhiculer dans un monde animé actuellement par des guerres, des crises, des catastrophes naturelles. Je pense qu'on a un rôle pour diffuser cette énergie positive et redonner l'espoir à des milliers de personnes. Et ainsi, on crée cette chaîne de solidarité, de générosité, de compassion, et de dignité aussi. Ben justement, en parlant de good vibes, je vous emmène là pour le bien-être. Hein, il nous faut du bien-être après tout ça. Voilà. Alors, nous sommes partis à la rencontre de Hayat Bousselmi, qui est coiffeuse au centre de thalassothérapie de l'hôtel 5 étoiles El Mouradi Gamart en Tunisie. On regarde ensemble. Hairdresseur, le coiffeur. On y va. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Alors ici, c'est la coiffure, la beauté, mais des cheveux. Hein? Oui, c'est ça. Je travaille lissage brésilien, je travaille coloration, mèche, teinture, coupe, brushing, je travaille wavy et des soins capillaires, des soins hydratants pour les cheveux, surtout pour cheveux secs. Pour cheveux abîmés, il y a beaucoup de soins. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce centre de thalasso? 13 ans, comme ça. Je travaille ici 13 ans. 13 ans ici? Ça veut dire 14 ans. Ça veut dire que vous vous sentez bien? Oui, bien sûr, je suis très contente avec ce salon. Oui, bien sûr. Les gens qui sont curistes, quels sont les soins qui font le plus ici? Ils profitent beaucoup les sages brésiliens. Ils profitent pour le coloration et mèche, d'accord. Surtout le brushing, ils les profitent bien. Les brushing? Oui, bien sûr. Ah, parce que vos brushing, j'ai testé, hein. Testé et approuvé, hein, surtout parce que ça dure longtemps, hein. C'est vrai qu'il y a une manière de faire le brushing. Hein. Oui, il y a une manière spéciale, surtout les cheveux fins et les cheveux très courts. Il y a des clients de temps en temps, le cheveu, il est très fin, il est fatigué. C'est pour ça que je fais beaucoup de soins. Le cheveu aussi, il est stressé, il a besoin d'une cure de thalasso du cheveu. Hein. Je vais un soin, je vais laver les cheveux et un masque spécial pour le massage, un peu relaxer des clients et tout, pour les profiter parce que les soins, il y a juste les stades de 20 minutes. Ouais. Moi, je vais profiter le massage. Alors là, je vois, il y a les différentes colorations, hein, c'est ça? Donc, différentes colorations. Ça, c'est un bon produit, sans produit chimique. D'accord, ça, c'est hydratant. Il y a teinture, c'est avec le sérum spécial pour hydrater les cheveux, il n'y a pas abîmé. Elle est très bien. Elle est, c'est en bonne qualité. Il ne va pas abîmer le cheveu, c'est ça? Hein? C'est ça. Ici, c'est tous les produits, les shampoings, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est le COVID spécial pour des clients
surtout d'opérer, ça c'est médical. Je travaille avec les sages Brésil Cacao. Je travaille Arte pour la coloration. Et ça, le shampoing, c'est avec le shampoing kératine. En plus, avec argan. D'accord, ok. Je vois un masque avec du caviar. Oh là, on a l'habitude de manger le caviar. Non, c'est pas vrai. On mange pas souvent de caviar. Hein. Mais là, masque caviar. Oui, bien sûr. Masque et caviar. Je travaille avec les hommes pour la coloration, pour les soins et tout, pour les hommes et pour les femmes. Les hommes aussi font les colorations? Bien sûr. Ça, c'est les salons mixtes. D'accord. D'accord. Et surtout les hommes pour la coloration, pour des soins lissage brésilien, c'est ça. Ils font aussi les hommes le lissage brésilien? Bien sûr, je travaille lissage brésilien. On apprend, on apprend. Alors, donc là, il y a aussi des traitements anti-chute? Oui, c'est ça, c'est hydratant du cheveu. Hydratant pour les cheveux. En plus, ça, c'est soins capillaires. D'accord. Okay. C'est le mousse spécial pour les volumes des cheveux. C'est spécial pour le brushing. Ça, pour le volume et surtout les cheveux fins. Les cheveux fins? Oui. Pour rester. Donc voilà. Ça, c'est les shampoings sans parabènes. Ah, super. C'est vrai qu'en plus, regardez les fleurs, les bougies, l'ambiance tamisée ici. Ça donne envie. Allez, j'y vais, moi. Allez, j'y vais. Bon, allez, je vais me coiffer, je vais me faire le brushing, moi. Hein. J'y vais. Hein. Bye. Merci Hayet Bousselmi. Je lui ai dit, on parle en français surtout. Elle a fait un grand effort et elle s'exprime très bien. Exactement. Alors, vous faites, Amine, Wahid, vous faites des soins pour les cheveux? Des soins non. Mais je ne parle pas de coloration, là. Je m'occupe bien de moi-même. Bon, c'est bien. Les hammams, etc. Voilà. Ah. Des soins, oui, ça m'arrive de faire des soins de manière générale, hein, pas spécifiquement les cheveux, mais ouais, je pense que c'est important de prendre soin de soi, même quand on est un homme d'ailleurs. Je pense que il y a de plus en plus d'hommes qui prennent soin d'eux, hein, que ce soit les soins du visage ou soins esthétiques ou même les cheveux, bien sûr. Oui, parce que le mode de vie dans lequel on est un peu absorbé, donc on a besoin, je pense, à un moment pour soi. C'est ça. Je pense. Mais après, il y a 1000 façons de le faire. Oui, exactement. Prendre soin de soi, exactement. Bah là, je vous emmène justement pour un autre moment de bien-être, de bonheur, c'est la culture. Et donc là, on vous emmène à Sidi Bou Saïd, célèbre pour ses maisons bleues et blanches, village pittoresque, où l'on peut trouver des restaurants, des cafés en plein air et surtout des petites galeries d'art qui nous embarquent dans l'histoire de cette belle région où mosaïque rime avec beauté et costume avec tradition. On regarde ensemble.
Notre maison s'appelle la maison de Jazeri et le bienvenue chez nous. C'est à Sidi Bou Saïd, dès que vous montez, vous le trouvez à votre droite. Là, la Tunisie est première mondiale en quantité de mosaïques parce que les Romains et les Phéniciens ne pensaient jamais de sortir de Carthage. C'est pour ça qu'ils ont mis tout leur art à Carthage. La Tunisie, elle a 40% de mosaïques, de quantité de mosaïques mondiale. On a une quantité de mosaïques même plus que les Romains au Rome. Là, c'est une vraie reproduction, ce que vous trouvez au musée de Bardo. C'est les mêmes pierres qu'ont utilisé les Romains et les Phéniciens de la terre tunisienne. C'est en marbre, en granit. C'est l'original couleur de la pierre. La Tunisie aussi, c'est les classées premières en tapis en laine. C'est comme en soi les Iraniens. Là, il y a trop de modèles de tapis. Il y a le tapis, il y a le kalim, il y a le barnoug, il y a beaucoup de qualité et du choix. Et c'est les tapis berbères. Et en plus, ce tableau, c'est la signature de Jacob Chamla. Famille Chamla, ce sont les premiers qui ont créé le couleur bleu aux céramiques tunisiennes. C'est une famille juive tunisienne. À notre terre, comme vous savez, on n'a pas le couleur bleu. Les seuls au monde qui ont le couleur bleu, c'est les Iraniens et les Chinois. Et famille Chamla, ce sont les premiers qui ont trouvé, c'est Jacob Chamla et ses fils, Victor, Albert et Noas. Ce sont les premiers qui ont trouvé la plante qui fait le couleur bleu aux céramiques tunisiennes. La Tunisie, elle est très belle, je vous conseille de la visiter. Et en plus, à Sidi Bou Saïd, c'est le bleu-blanc. Et c'est un village traditionnel et elle est très ancienne. Regardez par là aussi l'architecture, comment elle est faite. Regardez le parterre là. Tout ce que vous voyez par là, c'est l'ancienne architecture arabe Endelou. C'est l'architecture, c'est Alors, cette visite de Sidi Bou Saïd, vous avez pensé quoi, Wahid? Un rêve. Un rêve, je vous ai fait rêver là. Hein. Exactement, c'est ça. Je vous ai emmené, je vous ai embarqué à Sidi Bou Saïd. C'est ça. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et en plus, on monte, et plus on monte, on va à des petits cafés, des restaurants, de l'artisanat, des petites galeries d'art là comme ça, et on est tenté par rentrer. Exactement, c'est original, c'est Ouais. loin de la modernité, etc. Donc voilà, c'est la profondeur, c'est la culture, c'est les civilisations. C'est Ah oui, vraiment oui, c'est toute une civilisation, hein, et c'est tout un art, hein, l'art de la mosaïque, toutes ces poteries. C'est ça. En plus, la Tunisie, c'est un grand pays de culture, de plusieurs civilisations, donc traversé par plusieurs civilisations méditerranéennes et qui symbolise le bon vivre ensemble entre les populations. Là, on a parlé des Romains, on a parlé des Juifs, on a parlé des Andalous, etc. C'est vraiment c'est très intéressant. C'est un mélange de richesse et de culture qui amène à ça la beauté de Sidi Bou Saïd. Vous avez été ou pas? Si, je suis parti en 2011. Ouais. En 2011, donc j'ai visité même Sidi Bou Saïd, etc. Et d'autres villes en Tunisie. C'est un pays qui mérite plusieurs visites pour sillonner l'ensemble et surtout être en contact avec ces populations qui sont vraiment très accueillantes. Chaleureux même. Et là, je ne parle pas de le désert. Ah. Voilà. Ça, je pense qu'il va falloir que je fasse un reportage sur le désert. Ah oui, parce que c'est une autre richesse aussi, hein, le désert. C'est ça, être en contact avec l'environnement, avec la planète, dans sa pureté. C'est ça. Donc on a besoin de, comme on l'a dit tout à l'heure, un moment pour soi, pour charger les batteries et être en parfaite synchronisation avec notre planète. Amine, alors, ce reportage de Sidi Bou Saïd. C'était magnifique. Moi aussi, j'ai été emporté et puis surtout, je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom évidemment parce que j'ai des amis qui m'en ont parlé. Ça donne envie.
Alors la Tunisie, c'est un pays que j'ai pas encore eu l'occasion de visiter, mais ça fait partie des destinations en tout cas que je vais envisager. Peut-être bientôt alors. Et d'ailleurs, je trouve que cette architecture, enfin cette culture qui transparaît, on la retrouve aussi dans d'autres lieux. Je ne sais pas si vous connaissez le village de Chefchaouen au Maroc, qui est dans le même ton avec ce bleu et ce blanc. Vous avez aussi Paros en Grèce, et tout ça, en fait, toutes ces architectures, en fait, elles se sont imbibées beaucoup de ces influences qui ont été décrites dans le reportage. Et oui, ça fait envie, donc je vais l'envisager. Très sérieusement. Voilà, c'est ça le but aussi de Tout en couleur, hein, c'est de vous faire rêver, de vous embarquer justement là où vous devez aller, de vivre pleinement. Et dire se faire du bien, c'est ça aussi, hein, quand on a la possibilité et qu'on peut couper un petit peu avec cette vie qui est assez stressante et polluante, hein, anxiogène, eh bien il est important justement de prendre du temps pour soi et de voyager. Ben là, on va voyager, mais dans les fake news, avec l'instant coaching, avec notre ami, donc notre chroniqueur Amine Saha, qui est chroniqueur radio. Puis aujourd'hui, donc il nous parle de attention, attention. Pourquoi il faut faire attention aux fake news? Il faut y faire attention d'abord pour pas tomber dans le piège, pour ne pas les répandre, et puis surtout pour ne pas être manipulé. Ça, c'est sans doute le point principal, et par la même occasion manipuler les autres. Malheureusement, beaucoup sont manipulés. Hein. Oui, et la réalité, c'est que d'abord, fake news, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un terme français, ça nous vient de l'anglais. Donc fake, qui veut dire faux, et news, information. Donc en français, ça donne, on a appelé ça infox, donc c'est la contraction entre info, information, et faux, donc ça donne infox. Donc la réalité, c'est qu'on pense que c'est quelque chose qui est nouveau, qui a émergé avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai, puisque l'intox, en tout cas la fausse information, ça existe depuis presque toujours. Et donc, à l'époque, ça prenait d'autres formes, puisque les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. Et donc, on avait surtout, on appelait ça la rumeur. On répandait la rumeur. Et la rumeur, alors, elle pouvait être vraie, ou en tout cas, elle pouvait avoir des prémices réel, mais la plupart du temps, la rumeur, c'était quelque chose de totalement inventé, concocté, et donc c'est l'ancêtre de la fake news. Pour faire du mal essentiellement, ou en tout cas pour poursuivre un objectif bien précis. Donc aujourd'hui, la plus grande difficulté face aux fake news, c'est comment se rendre compte qu'on est face à une fake news. Ça, c'est la première difficulté. Ensuite, il y a des moyens techniques, des dispositifs qui permettent de vérifier l'information. Mais comment, au départ, on se rend compte qu'on est face à une fake news? Et là, c'est toute la question. Ça commence d'abord par se rendre compte, si vous êtes pris soudainement d'une grosse émotion, que vous vous sentez en colère face à une information, un article, une vidéo, que vous vous sentez effrayé ou surpris. Alors souvent, quand il y a une grosse émotion, il faut vous interroger, c'est que sans doute il y a quelque chose qui n'est pas totalement… c'est qu'on a voulu susciter chez vous, par cette information-là, cette réaction et cette émotion. Donc il faut commencer à s'interroger. Ensuite, il y a évidemment des moyens, je le disais. La première chose, c'est vérifier ses sources. Alors comment on vérifie les sources? C'est simple. Quand on est face à de l'information qui est sourcée, ou on le verra tout de suite, retrouver l'auteur de l'article, de la vidéo qui est publiée ou autre. Ça peut être aussi retrouver le site internet d'où ça vient. Et donc, alors attention à bien lire les adresses, parce que parfois il suffit qu'il y ait une lettre ajoutée, on ne le voit pas, et finalement il y a une usurpation d'un site officiel. Il suffit qu'on rajoute un double L à actualité, et puis on se rend compte qu'on n'est plus vraiment sur le site officiel de la chaîne ou du média concerné. Et puis il y a d'autres moyens, un peu moins qu'on vérifie un peu moins souvent, ce sont les dates et surtout les lieux. Pourquoi? Parce que parfois on peut avoir une information qui est réelle, qui est une vraie information, mais du fait que la date ne soit plus en adéquation avec l'actualité qu'on veut traiter, eh bien on se retrouve, je vous donne un exemple,
vous pouvez avoir une vidéo qui ressort à un moment alors qu'elle était diffusée et traitée dans le cadre d'une actualité il y a 3, 4, 5 ans parce que ça colle à l'actualité. Et du coup, on a des réactions sur cette vidéo ou sur cet article alors même qu'il n'y a vraiment plus lieu d'être. De la même manière, et là aussi je peux vous donner un exemple très concret, on a eu, c'est tout récent, une vidéo de deux policiers qui malmenaient un pauvre SDF dans la rue. Alors évidemment avec l'actualité qu'on connaît, avec la crise démocratique que l'on est en train de traverser, avec les forces de l'ordre qui sont vraiment au devant de la scène dans cette crise, évidemment ça a suscité beaucoup de réactions et tout de suite des gens qui commentaient en disant « Monsieur Darmanin, que faites-vous? C'est scandaleux, machin, etc. » Puis on s'est rendu compte, c'était une vidéo qui était réelle, hein. Elle est parfaitement vraie, c'était bien des policiers, etc. Sauf qu'en réalité, c'était une vidéo qui venait de l'étranger. Donc c'était deux policiers manifestement mexicains, puisque il y a toujours des gens qui décryptent aussi. On a retrouvé un petit écuisson aux couleurs du Mexique, et donc elle a suscité beaucoup de réactions. Et alors même qu'au départ, l'information est réelle. C'est pas forcément une information qui est fausse, puisque c'était pas une mise en scène, c'était une vraie vidéo. Alors elle était amateur, mais du coup, ça a suscité derrière une avalanche de réactions qui n'avait pas lieu d'être. Donc attention, il peut y avoir la fausse information, mais il peut aussi y avoir des vraies informations, mais manipulées, détournées, pour susciter chez vous aussi un certain nombre de réactions. On est beaucoup dans la manipulation, hein. Énormément aujourd'hui, la manipulation de masse, où on essaye justement de susciter les réactions émotionnelles. Parce que, bien sûr. En fait, les réactions émotionnelles. Alors souvent, ça poursuit un but, hein, et vous avez d'autres manières, hein, de réagir à ça, ou en tout cas ça peut être des outils, c'est de croiser les informations. On ne le fait pas assez. Quand vous avez une information qui vous paraît quand même un peu trop fraîche, un peu trop exclusive, en général, ça doit vous interroger, parce que les informations, elles sont, quand elles sont sourcées, réelles, vérifiées, elles sont reprises par tous les grands médias. C'est rare qu'il n'y ait qu'un seul média qui s'empare d'une information réelle, ce n'est pas vrai. Si vous n'arrivez pas à croiser l'information, c'est sans doute que ce n'est pas une information vérifiée. Donc vous avez évidemment, après, en fonction des médias que vous choisirez pour croiser, vous allez avoir un traitement de l'information qui va être différent. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous avez des médias qui sont tantôt à gauche, d'autres qui sont à droite. Ils ont des lignes éditoriales qui sont parfois même opposées, antagonistes. Mais l'information de départ, elle est réelle. Ensuite, la manière dont elle est traitée peut susciter aussi chez nous un certain nombre de réactions. Oui, c'est ce que je disais. Oui, voilà, les émotions. On l'a vu avec le joueur de foot. Oui. Soi-disant. Ça, c'est un bon exemple d'une information. Tout le monde a repris cette information. Ça a été très repris, donc c'est l'information au sujet d'Achraf Hakimi et sa séparation avec sa partenaire, qui disait qu'il aurait tout donné à sa mère, et du coup sa femme, son ex-femme, serait aujourd'hui démunie. Il se trouve que c'était absolument pas réel, et donc c'est une information qui a été largement diffusée. Alors, quand on vérifie, elle n'a pas été reprise par les grands médias. Alors même que sur les réseaux sociaux, elle a fait grand bruit. Elle a été reprise quand même par des médias, hein. Je ne sais plus lesquels, mais elle a été reprise. Elle a été reprise, et ça c'est aussi un autre pan de la fake news, c'est que souvent, la fake news, elle est plus diffusée, plus virale que l'information réelle. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le jeu des algorithmes. C'est-à-dire que quand une information est diffusée sur les réseaux sociaux, souvent ça part de là, c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes réagissent tous un peu de la même manière. C'est-à-dire quand quelque chose est frais, nouveau, il a tendance à le pousser. Donc l'algorithme va rendre très visible cette information. Toutes les informations qui viendront derrière, sous les mêmes hashtags, je donne un exemple, il y a un train, je fais une fausse information sur un train qui déraille à Paris. Donc je fais une vidéo où je raconte cette histoire, et puis je mets un hashtag en disant train, Paris, etc. Tout de suite, les grands médias vont reprendre, parce que je vais être très viral, vont reprendre pour vérifier. Il se trouve que c'est une fausse information. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diffuser un démenti, une contre-information. Sauf que les termes sont les mêmes. Train, Paris, déraillement. Et donc, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va avoir tendance à moins pousser ces vidéos, parce que pour lui, c'est une information qui est déjà diffusée à grande échelle, et donc l'information de démenti, elle passe un peu inaperçue. Ah oui, d'accord.
Mais on voit, hein, excusez-moi Amine, on voit les réactions, je reviens justement sur ce joueur de foot, je regardais dans les réseaux les réactions de certains hommes, et bravo, bravo, franchement ça c'est un vrai homme, et en fait on voyait aussi les réactions des femmes, et c'est là où on se dit qu'une fake news peut mettre en avant des réactions de personnes qui sont assez virulentes. Et nous ne sommes pas là dans la tolérance de dignité internationale, dans le vivre ensemble. Là, nous sommes vraiment dans l'opposé. Et on voit à quel point il y a un réel mal-être dans la société. Par ailleurs, c'est un procédé qui est très fréquemment utilisé, notamment en période électorale. On a beaucoup de comptes, de faux comptes qui sont créés pour susciter de la réaction chez les lecteurs. Et donc, il y a même des hackers qui ont témoigné dans sur de grands médias en disant voilà, on a été approché par tel ou tel candidat politique qui voulait susciter de la réaction de la part d'une partie de la population. Et donc, vous aviez des comptes qui étaient payés pour se faire passer pour telle ou telle personne ou pour telle ou telle catégorie de personnes. Et donc, susciter de la réaction sur le réseau et pousser les gens à voter de telle ou telle manière. D'ailleurs, je vous pose une question, je ne sais pas si vous le savez, mais selon vous, quels sont les plus grands pourvoyeurs de fausses informations sur les réseaux sociaux? On va laisser à Wahid. Ouais, allez. Peut-être les hommes politiques. Eh oui, c'est exactement ça. Voilà. Donc, ce sont les hommes politiques et les célébrités sont les plus grands pourvoyeurs. D'abord parce qu'ils sont très suivis. Donc quand ils retweetent, quand ils repartagent ou quand ils diffusent une information, eh ben, elle est diffusée à une échelle beaucoup plus importante. Et celui qu'on connaît le mieux dans cette gymnastique-là, c'est bien sûr l'ancien président américain Donald Trump, qui était suivi par des millions, près d'une centaine de millions de personnes, et donc qui avait pris pour habitude de diffuser de la fausse information. Et on a vu ce que ça a donné au Capitole lors de l'élection présidentielle. Oui, mais ça fait beaucoup de dégâts, hein, les fake news. Bon, je ne sais pas, vous, Wahid, est-ce que vous faites attention à ça quand vous voyez une information sur les réseaux? Est-ce que tout de suite vous cherchez à savoir si c'est la réalité ou alors vous tombez dedans comme beaucoup de personnes? Non, déjà, il faut voir que c'est un phénomène bien décrit par Amine, hein, donc chapeau. J'ai bien aimé la présentation et l'analyse derrière. Je pense que c'est un phénomène qui reflète un petit peu la nature de la société actuelle. Donc on vit dans une société digitalisée, numérique. On n'est plus dans la réalité des choses, mais on communique au fait, à travers des outils, à travers les réseaux sociaux, etc. Et donc on vit aussi dans une mondialisation. Donc voilà. Hier, j'étais en Malaisie à 7000 km, donc aujourd'hui je suis avec vous, donc je circule l'information, et c'est important d'être conscient de cette réalité. Et donc les fake news trouvent toute leur place pour créer justement le buzz, parce qu'on a parlé des hommes politiques, mais on a parlé aussi des hommes de culture, voilà, foot, etc. Et donc qui véhiculent vraiment des informations, etc. Après, le point le plus important, c'est que les grands médias ne relatent pas généralement les fake news parce qu'ils sont responsables, ils sont professionnels et vérifient les sources. Bien sûr. Toutes les critères que vous avez cités tout à l'heure, eh ben, ils les appliquent tout simplement parce qu'ils sont responsables de leur communication. Sinon, devant, il y a la loi. On ne peut pas tomber sur on ne peut pas diffuser une information qui touche l'intégrité d'une personne, comme le footballeur qui a tout donné pour sa mère. C'est juste nuisible, très nuisible. Pour nous, Dignité internationale, on est dans une autre logique, donc on fait attention, bien sûr, on fait très très attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'eux, et donc on essaie de vérifier bien sûr l'information, on essaie de la traiter en interne d'abord, et la réaction soit elle est juridique, soit elle est avec un communiqué de presse officiel, avec le logo de Dignité internationale, avec la signature de responsable, etc. Et la diffuser via les vrais canaux. Mais bien sûr, après, il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux. Au contraire, hein, ce sont de véritables outils pour informer, pour s'informer, pour communiquer, à la fois pour transmettre de l'information, mais aussi pour produire de l'information. On le voit avec la nouvelle génération de réseaux sociaux. TikTok, par exemple, qui est un réseau social qui est très en vogue en ce moment, qui, à l'inverse de ce qu'on peut penser, c'est sans doute l'un des plus sécurisés et celui où, justement, le contrôle s'exerce
antérieurement. C'est-à-dire que quand vous postez une vidéo, alors souvent en plus c'est des vidéos qui doivent être produites avec un scénario, avec un montage, etc. Et donc ça prend énormément de temps. Donc en général, les gens qui diffusent de l'information un peu à tort et à travers, ils n'ont pas le temps de faire ça. Et en plus, TikTok vient contrôler votre vidéo quelques minutes avant de la pousser. C'est pour ça que parfois, quand on publie sur ce réseau social, ça met du temps avant d'être diffusé plus largement à une audience plus large. Et donc, à l'inverse, vous avez Twitter, qui est le réseau social de la liberté d'expression par excellence. D'ailleurs, c'est ce qu'a voulu lancer comme message Elon Musk lorsqu'il s'est emparé de la plateforme. Et donc, c'est sans doute là où on a vraiment affaire à toutes sortes de fake news. Les autres réseaux sociaux sont, on va dire, plus familiaux, ils s'exercent dans un schéma plus restreint. TikTok et Twitter sont vraiment les plateformes qui permettent de diffuser à une échelle extrêmement importante. Et donc, c'est vraiment là où il faut être le plus prudent, oui, bien sûr. Familiaux, il faut faire attention. Des fois, il y a des commentaires sur les réseaux qui sont très, très durs. Hein. C'est ça. Ils attaquent beaucoup en plus. Et c'est là où on se dit, faut faire vraiment attention. Parce que quand vous voyez des commentaires haineux, mais qui ne sont pas effacés. Alors, à l'inverse, on croit souvent que les plus grands, ceux qui sont le plus touchés par les fake news, ce sont les jeunes. Alors, pas du tout. En réalité, ce sont les plus de 65 ans qui transmettent le plus. Voilà, parce que sans doute que ça vient du fait qu'il y a une maîtrise un peu moins technique des plateformes et du coup, ils ont un peu plus de mal à faire la différence ou en tout cas à exercer le contrôle qui doit s'exercer. Et donc, ce sont davantage les plus âgés que les plus jeunes qui sont les plus touchés par la fake news. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, justement, moi je voulais juste aborder deux points par rapport à ça, c'est la protection. Parce que c'est un nouveau phénomène, donc on ne connaît pas les limites de tout ça. Et je pense qu'on a besoin de travailler ce point-là pour protéger tout le monde, leur vie privée déjà, et ne pas nuire à autrui, parce que ça devient grave. Deuxième point, c'est justement comment protéger aussi les enfants. Parce que des fois, on véhicule des choses qui sont à l'encontre de leur éducation, leurs valeurs, leur même épanouissement, etc. Et comment on peut les apprendre, enfin les former pour justement gérer cet environnement parce qu'on voit nos jeunes en général courent derrière les informations, les stars, les footballeurs, etc., etc. Et à un moment donné, on crée un vide. À la fois, la solution, elle devrait se trouver à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on devrait dispenser dans nos écoles la manière dont on traite l'information. L'information, c'est le pouvoir, on le dit souvent, on dit même que les médias sont le 4e pouvoir en France. Et donc, sans doute qu'il y a matière à faire. Après, aujourd'hui, le seul rempart, ça reste la famille. Ça reste à la maison. C'est à la maison que doit s'apprendre pour l'instant, en tout cas, cette vigilance. Malheureusement, c'est que les parents eux-mêmes sont démunis face à ce fléau-là. Et donc, souvent, ils n'ont pas forcément les outils. J'espère que cette chronique servira, en tout cas, à les aiguiller un petit peu, à leur donner les moyens de réagir face à tout ça. Après, moi je veux juste qu'on distingue quand même deux choses. Il y a à la fois être vigilant, faire attention, il faut douter face à l'information, c'est important. Il faut pas non plus tout prendre pour argent comptant. Dans la paranoïa, quoi. Que ce soit des grands médias ou non, je l'ai dit tout à l'heure, il y a parfois des lignes éditoriales qui sont différentes. Il y a un traitement de l'information qui peut être convergent comme il peut être divergent en fonction des médias. Et donc, on doit garder son esprit critique, ne pas tout prendre pour argent comptant. Si on veut de l'information brute, il reste toujours l'AFP, donc l'agence France Presse, qui fait des brèves sur l'information de manière très brute et sans forcément de ligne éditoriale. Après, évidemment, quand on lit le Figaro, quand on lit Libération, on n'aura pas forcément le même sentiment à la fin. C'est sûr. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de limiter la liberté d'expression, parce qu'il y a le problème des fake news, etc. Au contraire, il faut garder cette valeur qui est la liberté d'expression, la liberté de diffusion, mais en même temps, il faut être responsable. Il faut être bien vacciné, pour mieux gérer. Armé, bien armé, exactement. Et voilà, je pense que c'est important de trouver un équilibre entre tout ça. Et surtout, je pense,
on est dans une société voilà, digitalisée. Je pense qu'il faut juste rééquilibrer les choses, réguler et responsabiliser. Oui, mais ça, c'est tout un travail d'éducation. Hein. Malheureusement. Il y a une loi dernièrement qui a été posée par le président de la République contre. Alors, il y a des discussions en ce moment dans l'hémicycle, notamment sur ces questions de protection des plus jeunes face à l'information sur les plateformes, etc. Alors, pour l'instant, tous les moyens qui ont été mis en œuvre demeurent insuffisants parce qu'il est très facile de contourner toutes ces règles-là. Je le dis, hein, c'est vraiment pour l'instant les parents, le cadre familial qui doit s'emparer du sujet pour justement garder ce contrôle et cette vigilance, tout en laissant une certaine liberté, parce que les jeunes aussi doivent apprendre à découvrir, à s'imprégner de l'information, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres médias. Et puis par ailleurs, on le voit aujourd'hui avec l'ensemble des plateformes qui offrent tout un tas de choix de fonctionnement, que ça a même suscité chez les jeunes parfois des aspirations au journalisme. Et donc aujourd'hui, quelque part, on est tous un petit peu détenteurs de l'information, on est tous un petit peu journalistes. Avec son smartphone, avec les médias sociaux, on peut toucher une audience extrêmement large et très rapidement. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de l'émission Tout en couleur. Hein. Ça a été un bonheur de faire cette émission avec vous. On a beaucoup appris, on a voyagé en même temps. C'est ça le but. Vous pouvez trouver Amin Saha sur les réseaux. Hein, parce sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux. Il a plein de vidéos intéressantes d'ailleurs. Pour ceux qui sont fans d'actualité revisitée par notre chroniqueur. Vraiment chapeau. Merci. Et puis Dignité Internationale, hein, il y a le site. Hein. Le site, on est sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, Snapchat et compagnie. Voilà. Merci, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur RTV dans cette émission Tout en couleur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.